سعيد. رمضان مبارك سعيد، والله يجعله صيام مقبول ويدخلوا على الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والثواب والمغفرة. Je remercie tous les membres connectés à ce webinaire. Je profite de l'occasion de remercier notre chère amie Dr Tissane Tajmouati, pharmacienne, et co-organisatrice du congrès ICNS, le congrès de nutrition qui va avoir lieu le 27-28 avril à Casablanca. Je la remercie pour son dynamisme et son dévouement permanent accordé à la recherche de nouveautés dans le domaine de la nutrition. Et aussi, je remercie notre cher ami, Dr Amin Gasmi, docteur en nutrition, physiologiste en France, président de la SOFNA, qui est, comme à l'accoutumée, très généreux et nous apprenons beaucoup avec lui. Donc, je laisse la parole à Dr Amin Gasmi, qui va nous traiter aujourd'hui l'équation hormonale du jeûne et ses effets sur la santé. À vous la parole, Dr Gasmi. Merci, docteur Krepej. Merci beaucoup pour cette présentation et merci donc aussi d'avoir organisé cette conférence donc, qui est dans la thématique du Ramadan. Donc, je vous souhaite un bon Ramadan à tout le monde. Et qu'il soit une bonne opportunité pour améliorer sa santé métabolique. Donc, le congrès des sciences de la nutrition, le congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu 27 et 28 avril 2024 va traiter justement aussi de santé métabolique, de syndrome métabolique. Donc cette conférence est organisée dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vers la fin de cette conférence, on vous en parlera un peu plus, moi et Dr Tissane Tajmouati, par rapport à ce congrès. Donc l'équation hormonale du jeûne, comprendre l'impact du jeûne sur l'équilibre hormonal et la santé métabolique. Donc, il s'agit ici, dans cette séance-là, d'une première partie, puisque cette conférence va s'articuler sur deux parties. On aura une partie donc aujourd'hui et une partie plus tard, le 6 avril à 15 heures. Donc, dans cette conférence, nous allons aborder différentes thématiques. Et comme cette conférence concerne le jeûne, et surtout le jeûne intermittent, en partie le jeûne du Ramadan, eh bien, nous allons aborder une première partie d'introduction sur le jeûne. Donc, les définitions, les types de jeûne, les mécanismes de tolérance au jeûne, la notion de flexibilité métabolique aussi, les contre-indications. Voilà, on va aborder une petite introduction pour définir déjà ce que c'est que le jeûne, comment ça se pratique couramment et aussi des notions en termes de précaution d'utilisation, de précaution d'usage et de contre-indication. Dans une deuxième partie, au cours de cette séance, nous allons aborder donc les adaptations hormonales. Donc les adaptations hormonales ici, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous résumer ces adaptations-là en différents points et en même temps de vous donner quelques conseils concernant chaque groupe d'hormones. Donc des conseils en rapport avec le jeûne. Euh, Par contre, ici, dans cette séance-là, on va se contenter de quelques petits conseils et sur la séance du 6 avril, qui reste donc la deuxième partie de la conférence. Donc, nous allons continuer avec les hormones qui restent, donc les hormones thyroïdiennes, cortisol, hormones de l'appétit. Et vers la fin de cette deuxième séance, vous allez avoir tout un panel de recommandations
qui sont en rapport avec toutes ces hormones-là et qui vont récapituler aussi des cas spécifiques, des cas de patients, de différentes pathologies ou des cas de personnes saines. Donc, vous allez avoir un maximum de conseils dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, on va rester sur ce programme tel qu'il est présenté ici. Ok, donc essayez de ne pas écrire sur l'écran, s'il vous plaît, parce que là, je suis à chaque fois obligé de partager, d'enlever le partage, de repartager. Ça va nous bloquer un peu dans la conférence. Merci. Euh, donc, petite introduction au jeûne. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le jeûne? On a bien compris. Bon, c'est un type de restriction calorique. Donc en sciences, en biologie, on étudie beaucoup le jeûne. Et la dénomination scientifique du jeûne, c'est la restriction calorique. La restriction calorique, c'est un concept qui est beaucoup plus global que le jeûne. Le jeûne est une pratique alimentaire, si l'on considère uniquement le jeûne du point de vue alimentaire. Et donc là, on peut avoir différents types et différentes orientations au niveau du jeûne. Et donc la restriction calorique, ça englobe le jeûne et ça englobe aussi un certain nombre d'autres pratiques. On va pas voir ici. D'accord? Donc, le fait de s'abstenir volontairement, de ne pas consommer de la nourriture et parfois de l'eau, et même si on veut même élargir la définition, ça pourrait être aussi le fait de s'abstenir volontairement de consommer certains types de nourriture et pas d'autres. Donc là, on rentre dans les diètes, les monodiètes, etc., qui est en fait un peu un élargissement plus global de cette notion du jeûne. Donc on va rester pour l'instant sur la notion du jeûne telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une restriction calorique, donc au niveau de la nourriture, et parfois, comme c'est le cas pour le jeûne du Ramadan, donc aussi une restriction au niveau de l'eau, au niveau des boissons. OK? Euh, donc on a plusieurs classifications du jeûne, il y en a plein. Donc, ce que j'ai fait ici, en fait, j'ai choisi deux, trois classifications que j'ai mis ensemble afin d'avoir en fait une classification qui permet de montrer les différents types de jeûnes qui nous intéressent, nous, dans ce qu'on va voir après. D'accord? Donc, en gros, la première classification en rapport avec, donc, avec ou sans eau, hydrique ou sec. OK? Dans hydrique, on peut avoir un jeûne continu comme on peut avoir un jeûne intermittent. D'accord? Jeûne continu, ça veut dire de ne pas euh, manger et de ne pas consommer aucun aliment pendant une période de au moins 48 heures. Hein. Aucun repas, rien du tout, sauf de l'eau, pendant au minimum une période de 48 heures. Quand je dis au minimum 48 heures, c'est pas 48 heures, c'est 48 heures ou plus. OK? Donc ça, c'est le jeûne continu. C'est pas ce qu'on va voir ici et c'est pas ce qu'on doit recommander. Parce que c'est un jeûne qui doit se faire, qui a des indications bien précises et qui doit se faire sous surveillance médicale dans un milieu hospitalier ou dans une clinique. Le jeûne intermittent hydrique, celui-là, c'est ce qui va nous intéresser en partie au cours de cette conférence, avec le jeûne intermittent sec également. Et donc là, dans le jeûne intermittent, qu'il soit hydrique ou sec, on peut avoir différentes configurations si l'on prend la classification en fonction du nombre de repas. Parce qu'il y a d'autres classifications aussi, comme je vous le disais. Donc, jeûne intermittent, hydrique ou sec, à un repas. Hein, donc là, c'est ce qu'on appelle la diète du guerrier, warrior diet, où la personne ne mange qu'une seule fois par jour, par 24 heures. Donc c'est un jeûne de 24 heures ou de 23 heures, ou peu importe, de 22 heures en fonction des références, comment qu'on définit ce type de jeûne, mais en tout cas, vous avez compris, c'est-à-dire en 24 heures, on a un repas. Sinon, on peut avoir aussi un jeûne intermittent à deux repas, voire à trois repas.
D'accord? Quand je dis ici un repas, deux repas, trois repas, bah, c'est plus des prises alimentaires. Donc, ça peut être deux repas et une collation, par exemple, ou un repas et deux collations, etc. Donc, c'est plus des prises alimentaires. Et donc, c'est la même chose pour le jeûne intermittent sec, bien que ce qui est le plus fréquent, c'est le jeûne intermittent sec, donc le jeûne du Ramadan qui est en réalité un jeûne qui devrait être un jeûne, un repas, typiquement. Accessoirement, à deux repas ou un repas et une collation. On va en parler après. OK? Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Par rapport à ce que je viens d'expliquer dans la classification, bah, vous avez probablement compris qu'il s'agit en fait de restreindre la fenêtre où on est, la fenêtre au cours de la journée où on est censé manger. Donc là, vous avez différents types ou configurations de jeûne intermittent. Ce n'est pas toutes les configurations qu'on a ici, mais ce sont des configurations euh, qui, euh, qui se basent sur deux classifications parce qu'on peut classer aussi le jeûne intermittent, comme je vous disais, du point de vue du nombre de repas, comme ce qu'on a vu, du point de vue de la fenêtre euh, allouée à l'alimentation et du point de vue de la fréquence hebdomadaire. Donc, on a trois grandes classifications. Donc, ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'était le nombre de repas. Là, c'est ici, là, 16, 8 hein, ou 24 heures. Ça, c'est une classification où ça rentre dans une classification en rapport avec la durée du jeûne ou la durée allouée à l'alimentation. Donc, 16-8, c'est le jeûne de 16 heures, hein, période de sommeil incluse, hein, le fameux jeûne de 16 heures, période de sommeil incluse, avec 8 heures où on est censé manger. Ok. Le jeûne de 24 heures, là, c'est ce que je vous disais, la diète du guerrier, on a en 24 heures un repas. Et là, encore une fois, on peut aussi rentrer la notion de avec ou sans eau, sec ou hydrique. Et puis, vous avez l'autre classification aussi. Là, ce sont oui, voilà, des types de jeûnes intermittents qui sont dans une classification en rapport avec la fréquence hebdomadaire aussi. Donc, ça peut être, là, c'est des exemples, hein. Donc, 5 jours où on mange normalement et puis on a 2 jours par semaine où on jeûne, ou alors ça peut être un jour sur deux, ou ça peut être tous les jours, ou ça peut être une fois par semaine. Ça dépend en termes de fréquence. Et sinon, vous avez aussi le jeûne alterné. On peut avoir des alternances, c'est-à-dire des semaines où on jeûne pas et d'autres semaines où on jeûne, ou alors une semaine où on va jeûner, par exemple, une fois un jour, et une autre semaine, on va jeûner 4 fois, et la semaine d'après 2 fois, etc. Donc, on appelle ça le jeûne alterné. Ça, c'est pour juste définir ces différents concepts. Si vous allez chercher un peu par rapport au jeûne et surtout au jeûne intermittent, vous allez tomber sur ces concepts-là. Au moins, vous savez de quoi il s'agit. OK? Alors, le jeûne du Ramadan, euh, sans rentrer dans tous les détails du jeûne du Ramadan, c'est pour ça que je vous ai mis ici égal comportement alimentaire. Ici, on est en train de parler du jeûne intermittent, du jeûne du Ramadan qui est un jeûne intermittent, un type de jeûne intermittent, uniquement dans sa configuration en rapport avec le comportement alimentaire, uniquement en rapport avec la configuration alimentaire. D'accord? Dans ce sens-là, il s'agit donc d'un jeûne intermittent sec à un repas. Ça, c'est ce que c'est que le jeûne du Ramadan quand on veut le classer avec l'ensemble des autres types de jeûnes intermittents. Donc, le jeûne de Ramadan, c'est un jeûne intermittent sec à un repas. OK? Alors, certains diront non, c'est plutôt 2 repas, etc. C'est déjà le deuxième repas qui est le suhoor n'est pas considéré comme un repas à part entière. D'accord? Vous n'allez pas vous réveiller au petit matin, au milieu de la nuit, et vous attabler à table pour déjeuner, hein. Vous mangez comme un déjeuner, n'est-ce pas? Donc, c'est une sorte de collation et qui, de préférence, devrait être évitée, de préférence.
On va parler de ça tout à l'heure dans la tolérance au jeûne. OK? Donc, accessoirement, un deuxième repas peut être pris, mais qui n'est pas recommandé, ce qui est recommandé uniquement dans les situations d'intolérance au jeûne. Et on devrait aussi le déplacer. D'accord? Donc, sur cette période-là du petit matin, ce qui devrait être consommé, c'est plutôt des boissons, hein, des liquides. Alors là, je vous ai fait un petit tableau qui compare un peu, on va dire, la configuration jeûne intermittent hydrique avec la configuration jeûne de Ramadan. Donc, jeûne de Ramadan, jeûne intermittent sec à un repas. D'accord? Donc, vous avez ici différentes notions. Moi, je ne vais pas m'attarder sur toutes les notions parce que vous connaissez les différentes notions. Il y a uniquement une ou deux petites notions, peut-être que je vais détailler ici. Donc, les adaptations physiologiques, notamment, et l'impact métabolique. D'accord? Donc, au niveau de l'impact métabolique, il y a des petites différences, des petites nuances, mais en gros, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, en termes d'impact métabolique, il y a une petite différence ici par rapport au jeûne du Ramadan. Donc, on a un effet, un impact important sur les marqueurs de la glycémie, les marqueurs lipidiques. On va voir ça tout à l'heure dans la deuxième partie de cette séance. La régulation hormonale aussi. Ok, donc c'est du moins ce qui est le plus étudié. Tandis que sur le jeûne intermittent hydrique, donc on a aussi une amélioration de la sensibilité à l'insuline, on a aussi des modifications au niveau des métabolismes des lipides, donc une amélioration du profil lipidique, et on a aussi beaucoup d'études sur le jeûne intermittent hydrique par rapport à la longévité. Alors, est-ce que ça veut dire que sur le jeûne du Ramadan, on n'a pas un effet sur la longévité? Si, dans l'absolu, on a un effet sur la longévité, c'est juste que comme le jeûne du Ramadan est limité sur une période d'un mois et que ça ne se prolonge pas euh, sur pas comme par exemple le jeûne intermittent hydrique qui peut être maintenu sur le très long terme, pas forcément tous les jours, vous avez compris, il y a plusieurs configurations. Eh bien, ici, l'effet sur la longévité est pas considérable ici, hein. C'est même pas, ça ne devrait même pas être considéré. Voilà, puisque l'effet, comme on va le voir après quand on parlera de l'hormone de croissance, l'effet du jeûne pour qu'il soit un effet très impactant sur la longévité, il doit se maintenir sur le long terme, puisque c'est une adaptation sur le long terme. Sinon, mis à part ça, vous avez une différence ici avec l'adaptation au niveau du cycle circadien modifié. Donc, cette adaptation-là, le plus important dans le jeûne du Ramadan, c'est d'avoir cet équilibre entre la tolérance au jeûne, hein, et deux, le fait de minimiser au maximum cette adaptation du cycle circadien. Je m'explique. Je vous disais tout à l'heure que le jeûne intermittent sec du Ramadan est un jeûne à un repas. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous disais que c'est un jeûne à un repas principalement. C'est un jeûne à un repas puisque le dernier repas qui est censé être sur une configuration d'alimentation classique normale où on a quatre repas, quatre prises alimentaires, trois repas et une collation, c'est censé être le dernier repas, c'est-à-dire en quelque sorte le dîner, le repas du soir, mais qui est différent en termes de configuration, donc qui est le plus complet. On pourrait considérer que le déjeuner qu'on est censé manger bien complet, bien varié, etc., va être décalé vers la fin de la journée et ça sera le seul repas. Ça, c'est le type de repas qu'on devrait consommer, manger à la rupture du jeûne, donc au cours du jeûne du Ramadan. Et dans ce cas-là, dans cette situation, si on se contente uniquement de ce repas, bien sûr, après, on peut consommer des liquides tout au long de la soirée, voire au petit matin. Donc, si on se contente uniquement de ce repas, là, on n'a pas
une modification majeure au niveau du cycle circadien. On n'a pas une adaptation majeure au niveau du cycle circadien, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose parce que plus on mange le soir, moins on dort, soit en termes de durée, soit en termes de qualité, sans parler des influences sociales, c'est-à-dire des interactions sociales au cours du ramadan qui font qu'on veille assez tard, etc. Sans parler du fait qu'au petit matin, on est censé se réveiller pour faire plein de choses, etc. Et entre autres manger, et boire et tout ça. Donc, tout ça va faire en sorte que le cycle circadien nocturne va être complètement perturbé. Donc, ce qui est un objectif majeur chez ceux qui arrivent à tolérer un jeûne du Ramadan à un repas, c'est de le garder vraiment à un repas et d'essayer de perturber le moins possible le cycle nocturne. Voilà. Donc, un peu la différence ici entre ces deux types de jeûnes. Mis à part ça, donc on a les adaptations physiologiques qui sont, là il faut bien comprendre que ce sont les mêmes adaptations physiologiques entre le jeûne du Ramadan et n'importe quel autre type de jeûne intermittent. La seule différence, c'est que le jeûne du Ramadan étant un jeûne sec à un repas par jour, eh bien c'est le jeûne intermittent le plus difficile, qui nécessite le plus d'efforts à réaliser. Et comme en termes de restriction calorique, ce qui nécessite le plus d'efforts va donner le plus d'effets et le plus vite possible, eh bien, c'est ce qu'on obtient avec le jeûne du Ramadan. C'est-à-dire que avec un jeûne intermittent hydrique classique, on va supposer que c'est un jeûne intermittent hydrique à un repas, pour avoir une bonne comparaison ici, même si c'est pas obligatoire. On va avoir donc des adaptations sur le moyen et long terme, donc amélioration de l'autophagie, ça c'est bien connu. Donc c'est un renouvellement cellulaire qui se fait avec l'autophagie, la régénération tissulaire, diminution de l'inflammation, du stress oxydatif et ainsi de suite, des effets anti-glycation, etc. Donc il y a tout un tas d'effets métaboliques très bénéfiques qu'on obtient avec le jeûne intermittent hydrique. Alors, la seule différence, c'est qu'avec le jeûne intermittent hydrique, on obtient ces effets-là sur le moyen et long terme, c'est-à-dire sur des périodes qui se comptent en quelques mois, plusieurs mois, voire quelques années. Donc on est sur un pas de temps qui est plus lent. Alors que pour le jeûne du Ramadan, on est plutôt sur un pas de temps qui est plus court, c'est-à-dire sur les quelques semaines, sur les 5 semaines en gros du mois du Ramadan, on va obtenir surtout les 2 dernières semaines, on va commencer à obtenir des effets majeurs sur l'inflammation, le stress oxydatif, la sensibilité à l'insuline et l'autophagie et ainsi de suite. Donc c'est la seule différence. Donc comme c'est un jeûne qui est extrêmement contraignant et restrictif, on va avoir les effets, donc l'effort fourni va donner des effets métaboliques relativement vite. Alors, bien sûr, on a parlé sur les quelques dernières slides d'une notion importante qui est la tolérance au jeûne. Donc, la tolérance au jeûne, c'est la capacité d'un individu à gérer la restriction calorique. Alors, il ne s'agit pas ici voilà, d'efforts fournis, volontaires, où la personne, voilà, elle supporte, elle supporte la faim, elle supporte la soif, elle supporte la fatigue, elle supporte la contrainte du jeûne. On ne parle pas de ça ici. Il ne s'agit pas d'un effort volontaire fourni par l'individu. La tolérance au jeûne, elle est naturelle. En quelque sorte, si on veut parler un peu euh, de manière un peu grand public, soit on l'a, soit on l'a pas. Alors, dans la réalité, c'est pas exactement ça, puisqu'il y a des nuances en termes de tolérance au jeûne. Donc, l'intolérance au jeûne apparaît en fonction de différentes
différents paramètres et à travers différents signes qu'on va voir juste après. Mais tout d'abord, cette notion de tolérance au jeûne, il faut bien comprendre qu'elle est liée à une notion métabolique. Donc, ce qui apparaît dans le phénotype, ce qui apparaît soit dans les biomarqueurs, soit cliniquement parlant, soit dans le ressenti et l'expérience de l'individu qui jeûne, ça s'appelle la tolérance au jeûne. On peut voir avec ça si l'individu tolère plus ou moins le jeûne. Maintenant, ce qui détermine cette tolérance au jeûne, c'est ce qu'on pourrait appeler une notion qui est une notion un peu abstraite, mais qui renvoie vers un certain nombre de voies métaboliques. On va appeler ça la flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique va inclure un certain nombre de voies métaboliques qu'on ne va pas détailler ici, mais je vous ai résumé un petit peu tout ça. Donc, il y a les filières énergétiques, deux, le système nerveux autonome, trois, les adaptations hormonales. Okay. Donc, en termes de filières énergétiques, on a des filières énergétiques qui sont adaptées en fonction de ce qu'on est en train de faire, de l'effort physique qu'on fournit. Donc, la filière énergétique de base, c'est la filière aérobie. Donc là, c'est typiquement dégradation du substrat énergétique. Si c'est du glucose, ben, c'est de la glycolyse. Si c'est des acides gras, c'est de la bêta-oxydation. Si c'est des protéines, c'est de la transamination ou la désamination oxydative. Et ensuite, on passe au niveau de la mitochondrie pour produire de l'ATP. Donc, dans cette filière énergétique, on va avoir donc des préférences en fonction des contraintes métaboliques. Et là, le jeûne étant une des contraintes métaboliques. Donc, si on jeûne, ça veut dire qu'on va utiliser moins le glucose comme substrat énergétique, puisque à un moment donné, son niveau va diminuer au niveau hépatique et au niveau musculaire, et on serait amené à utiliser des acides gras. Et dans un deuxième temps, des acides aminés aussi. OK? Et donc, cette utilisation des acides gras et des acides aminés accessoirement, donc ce passage, ce shift hépatique, principalement hépatique, ce shift hépatique entre l'utilisation majoritaire du glucose vers une utilisation, je ne dirais pas majoritaire, mais plus importante d'acides gras et dans un deuxième temps vers une utilisation plus importante d'acides aminés, ce shift-là se fait à travers donc des mécanismes métaboliques complexes et c'est le foie qui régule ces mécanismes-là. C'est le foie qui régule le fonctionnement du pancréas, c'est le foie qui régule le fonctionnement des surrénales, etc. Et qui régule aussi les hormones de l'appétit pour donner un peu la cadence, le rythme d'utilisation du glycogène, donc du glucose, des acides gras et des acides aminés. Si on a moins de flexibilité au niveau de ces mécanismes-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir un déficit énergétique au niveau des cellules. Ben, parmi ces cellules-là, ben, vous avez les cellules du système nerveux, donc les neurones, vous avez les fibres musculaires, vous avez aussi le cœur également, qui est un muscle strié aussi, vous avez tous les autres organes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir au niveau clinique, voire au niveau biologique, on va voir des dysfonctionnements, hein, des petits dysfonctionnements. Type, par exemple, fatigue, manque de concentration, maux de tête, type, par exemple, nausées, etc. Donc, tous ces signes qu'on va voir, qui sont des signes d'intolérance, qu'on va aborder juste après, peuvent être expliqués par le fait que il y a moins de flexibilité métabolique au niveau du passage d'un substrat énergétique à un autre. Réellement, on ne passe pas d'un substrat énergétique à un autre, on rajoute des substrats énergétiques, puisque l'autre substrat énergétique, qui est le glucose, le substrat énergétique principal, son utilisation va diminuer progressivement avec le jeûne. Avec le jeûne, c'est-à-dire au cours de la journée, en intrajournalier, mais aussi de jour en jour, parce qu'il y a une dette calorique qui s'accumule aussi. Et il y a une reconstitution uniquement partielle du stock de glycogène de jour en jour. Donc, ça, c'est déjà les filières énergétiques et leur
capacité d'autogestion. Donc l'autogestion de l'organisme, du métabolisme, de ces filières énergétiques va donner euh, une certaine, euh, une certaine capacité de tolérance aux jeunes, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le système nerveux autonome et sa plasticité. Et là, le système nerveux autonome va par sa plasticité, va impacter l'humeur. Donc, soit on a de bonnes adaptations, donc la personne tolère bien le jeûne, et donc là, on a une humeur qui arrive à se stabiliser plus ou moins. On a une bonne capacité cardio-respiratoire, et là, la capacité cardio-respiratoire, on parle surtout ici au cours d'un effort physique. Pas forcément une activité physique, mais un effort physique de tous les jours. On bouge, on marche, on se lève, on s'assoit, on monte les escaliers, on porte des choses, etc. D'accord? Et encore plus au cours d'un effort physique type voilà, activité physique, sport, etc. Le flux sanguin également, donc la pression sanguine, tension artérielle, aussi donc l'activité des organes vitaux en général. Donc, la gestion des activités des organes vitaux en général, on a au niveau des rythmes circadiens deux rythmes de fonctionnement, le rythme diurne et le rythme nocturne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que un des grands objectifs au cours du jeûne du Ramadan, c'est de perturber le moins possible le fonctionnement des rythmes circadiens. Ok, donc le jeûne va induire des adaptations au niveau du système nerveux autonome. Voilà. Si ce système nerveux autonome de cet individu a une bonne plasticité, eh bien, il va y avoir une bonne tolérance. Alors, c'est pas suffisant non plus. Il y a aussi les adaptations hormonales. Et ces adaptations hormonales aussi vont gérer tout ce que je viens d'expliquer auparavant, c'est-à-dire le métabolisme énergétique, le fonctionnement du système nerveux autonome, puisque les adaptations hormonales, les différentes hormones vont déterminer aussi la production des neurotransmetteurs. Ok. Et en plus de ça, on va avoir aussi un impact sur l'anabolisme protéique et également sur la gestion de l'appétit et donc du comportement alimentaire. Ok. Et donc, ici, je vous présente ces trois grands axes d'adaptation qui vont déterminer ce que l'on appelle, cette notion qu'on appelle la flexibilité métabolique. Ok. Mais en fait, je vous les présente séparément, mais tout est lié. Vous avez compris, tout est lié. Donc, cette notion de flexibilité métabolique, eh bien, on a certaines personnes qui vont avoir une flexibilité métabolique extrême, c'est-à-dire des personnes qui vont être extrêmement résilientes à des situations de restriction calorique, quelles qu'elles soient, d'accord? Et là, c'est la norme, c'est la norme, parce que notre génétique, notre organisme euh, a été façonné de cette façon. Des millions d'années auparavant, pendant ces millions d'années, nos ancêtres fonctionnaient de cette façon. Nos ancêtres les plus lointains ne mangeaient pas à leur faim. Ils mangeaient un jour sur deux, un jour sur cinq, une fois par semaine, parfois deux fois par jour pendant une certaine période. C'était très variable, ok, mais dans l'ensemble, c'était extrêmement restrictif du point de vue calorique et aussi du point de vue hydrique. Donc la norme, c'est d'avoir un maximum possible de flexibilité, de cette flexibilité métabolique. C'est un signe d'une excellente santé. Maintenant, bien sûr, ça c'est une partie de la population qui va avoir cette flexibilité métabolique et donc ceux qui ont la résistance à l'insuline, le surpoids, l'obésité, même l'excès de graisse abdominale sans forcément un excès pondéral, des troubles métaboliques, certains troubles hormonaux, que ce soit des troubles hormonaux en rapport avec la thyroïde, en rapport avec le cortisol, etc. Toutes ces personnes-là vont avoir moins de flexibilité métabolique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas du tout. OK? Donc, il y a toujours des nuances ici. C'est des niveaux. C'est pas on est flexible ou on n'est pas flexible.
OK? Et puis, vous avez des personnes qui ont très peu de flexibilité métabolique, hein. C'est le type de personne qui, lorsqu'elle mange correctement dans les repas, sur les horaires précis, avec la composition habituelle, là, tout va bien. Dès qu'il commence soit à décaler un repas, à le supprimer, à changer sa composition, là, ils ont directement les signes d'intolérance, l'hypoglycémie, etc. Donc ça, c'est un signe d'une très mauvaise santé, même si euh, du point de vue biologie, du point de vue critères classiques de diagnostic, ces personnes-là n'ont rien. Malgré ça, elles ont un métabolisme qui est très peu flexible et qui est très favorable à plein de troubles métaboliques et de maladies. Là, vous avez, pardon, euh, je pense, oui, 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 ça c'est les contre-indications du jeûne. J'avais prévu une autre slide juste après ce que je vous disais par rapport à l'intolérance. Donc, les contre-indications du jeûne, bien, vous avez parmi ces contre-indications, certaines contre-indications qui sont, euh, non, c'est pas la bonne slide, pardon, oui, c'était ça. Exactement. Donc ici, il y a juste une petite erreur de frappe ici. Il ne s'agit pas des contre-indications. C'est en partie. Ouais. OK. Donc ici, si vous regardez bien ici, en termes de fatigue, hein, donc il ne s'agit pas d'une fatigue euh, une petite fatigue telle qu'on en a, par exemple, quand on mange pas ou quand on boit pas, on est plus ou moins fatigué. On parle ici d'une fatigue extrême, diffuse, d'accord? Une fatigue mentale, ça veut dire quoi une fatigue mentale? Ça veut dire une baisse de l'acuité sensorielle, une baisse de la concentration, une baisse de la capacité d'attention, d'accord? Lié, associé systématiquement à une fatigue ici qu'on nomme périarticulaire. C'est pas une fatigue en rapport avec l'articulation forcément. C'est juste que dans la sensation de fatigue, il y a différents types de fatigue. Il y a entre autres la fatigue musculaire, mais il y a surtout la fatigue périarticulaire. La fatigue périarticulaire, c'est une fatigue qui va se situer au niveau des articulations. Là, c'est la personne qui est complètement fatiguée. Et c'est cette sensation de fatigue extrême. Donc, si vous avez peut-être remarqué, quand on a une fatigue extrême, quand on est complètement exténué, si vous observez consciemment la sensation de fatigue, vous allez la retrouver au niveau des articulations et autour des articulations. C'est ce qu'on veut dire ici par fatigue extrême, donc périarticulaire. Donc c'est la localisation de la sensation de fatigue. D'accord? Euh, donc dépression avec irritabilité et nervosité. Donc ça c'est aussi très typique donc de quelqu'un qui va avoir une mauvaise tolérance au jeûne. Des troubles du sommeil la nuit et une somnolence au cours de la journée. Donc la somnolence au cours de la journée ne vient pas toujours forcément du manque de sommeil la nuit. C'est même si la personne arrive à dormir suffisamment la nuit et suffisamment en qualité et en durée, il y aura forcément, si intolérance au jeûne il y aura forcément une somnolence au cours de la journée aussi. Alors, il y a aussi un autre signe très distinctif de l'intolérance au jeûne, donc qui est l'appétence au sucre, d'accord? Tout ce qui est compulsion sucrée. Donc, la personne qui, dès qu'il y a un rupture du jeûne, elle commence à manger à droite, à gauche, des choses sucrées, etc. Ou même lorsqu'elle finit son repas, qui est un repas normal, complet, tout ce qu'il y a de plus classique, de plus varié, etc. Juste après le repas, elle va commencer à grignoter du sucre. Donc ça, c'est un signe d'intolérance au jeûne également, extrêmement important. D'accord? Donc la baisse des performances au travail et au cours de la journée aussi.
Donc, c'est très important aussi de voir comment est la performance au travail. Ok, ça va avec ces différents signes que je viens d'évoquer. Donc, la fatigue, la dépression, voilà, les troubles du sommeil, tout ça, l'appétence au sucre. Et donc, tout ça peut induire une baisse de la performance au travail. Bien sûr, la baisse de performance au travail, donc s'il s'agit d'un travail plutôt intellectuel, ben, ça va être aussi des problèmes de concentration. Si c'est un travail plutôt physique, ben, ça va être aussi une fatigue plus importante, etc. Donc, mais en tout cas, on peut avoir ces différents signes, par exemple la fatigue, la dépression avec irritabilité et tout ça, et ces signes-là vont se répercuter ou non d'ailleurs sur notre performance au travail. Les états de déshydratation, donc ça aussi, ça peut être une conséquence aussi, d'accord? Post-chirurgie cancer, là, ça peut encore aggraver la situation. Donc, ça peut aggraver encore plus l'intolérance aux jeunes. Et puis, vous avez plein d'autres signes qui peuvent intervenir, mais qui ne sont pas très fréquents. D'accord? On pourrait dire ici que les signes majeurs, c'est la fatigue, l'irritabilité, dépression, irritabilité, et puis les troubles du sommeil et l'appétence au sucre. Ça, ce sont les quatre signes majeurs d'intolérance aux jeunes qu'il va falloir surveiller. Quand il y a intolérance aux jeunes, à ce moment-là, euh, il faut réaménager et réadapter les repas. D'accord? Donc, il ne faut pas rester sur un repas, comme je disais tout à l'heure, donc le jeûne du Ramadan. Il ne faut pas rester à un repas quand on a des signes d'intolérance au jeûne. Donc, il faut rajouter un autre repas et il faut réaménager ces deux repas, c'est-à-dire qu'ils doivent contenir un maximum d'aliments, un maximum de calories. Donc, on va en parler de tout ça. Il y a toute une partie là-dessus au cours de cette conférence où on va évoquer tout ça. Donc là, c'est juste voilà, une petite introduction pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'intolérance aux jeunes. Alors, on peut avoir aussi des signes qui peuvent être considérés comme des effets secondaires. D'accord? Des effets secondaires qui peuvent durer ou pas, d'ailleurs. D'accord? Donc, les signes qu'on a vus qui sont des signes d'intolérance aux jeunes, ces signes-là sont plutôt des mécanismes d'adaptation. Ok? Ces mécanismes d'adaptation peuvent disparaître au bout d'un certain temps. Ok, par exemple, la personne va les avoir pendant quelques jours et puis ensuite ça va disparaître. Elle sera plus en meilleure forme. Comme ils peuvent persister. D'accord? Donc, si la personne les a pendant quelques jours, bon, bah, ça change pas grand-chose. C'est des signes d'adaptation et c'est comme ça. C'est des signes d'adaptation à la restriction calorique. Bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout ces signes-là, c'est-à-dire ceux qui ont une plus grande flexibilité métabolique, qui n'ont aucun de ces signes qui apparaissent, ou alors ça peut apparaître sur 1 ou 2 jours maximum avec une intensité très faible. Par contre, si ça continue, on les considère comme des signes d'intolérance aux jeûne, d'accord? Et certains d'entre eux sont considérés comme des effets secondaires. Et là, c'est une répartition en termes de prévalence. Les pourcentages que vous avez ici, c'est une prévalence dans la population générale d'effets secondaires potentiels du jeûne du Ramadan. Quand on dit effets secondaires potentiels, c'est pas si on prend ici maux de tête, d'accord? Là, on est à 15% des gens qui peuvent éprouver des maux de tête. C'est pas maux de tête pendant un jour ou deux. C'est maux de tête pendant voilà, X jours. C'est pas des signes ici d'adaptation, d'accord? Ce sont des signes d'intolérance. Et ces signes d'intolérance, une bonne partie de ces signes d'intolérance peuvent être considérés comme des effets secondaires potentiels. Ok, donc là, on a tous les risques en rapport avec la déshydratation, surtout chez ceux, bien sûr, on dit Ramadan, il y a pas un risque majeur de déshydratation si la personne voilà, se réhydrate euh, au
cours de la période de rupture de jeûne, le soir, au petit matin, etc. Mais là, comme on parle ici de prévalence du point de vue population générale, donc on a ici des chiffres, la déshydratation, donc risque de déshydratation, on a 30%, 25% ici, on est sur la fatigue, baisse d'énergie, 20% hypoglycémie, etc. OK, donc ça c'est déjà une première chose. Euh, alors, juste, j'ai un petit problème au niveau de de ces slides parce que je n'arrive pas à trouver, je pense qu'il y a il y a une slide qui a sauté sur les contre-indications. Euh, je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est peut-être l'effet du ramadan. Donc, juste pour dire un petit mot rapide sur les contre-indications. Au niveau des contre-indications, on a des contre-indications, pour conclure en fait avec l'introduction. Pour les contre-indications, on a des contre-indications qui sont plutôt définitives, des contre-indications absolues et définitives. Donc là, c'est des pathologies irréversibles, des pathologies chroniques lourdes, irréversibles, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, arythmie cardiaque. Euh, voilà, donc ces problématiques-là. Vous avez aussi le sujet âgé également, sujet âgé au bord de la dénutrition, mais sujet âgé tout court. Donc ça, c'est, on va dire, un peu des contre-indications définitives. Et puis, vous avez des contre-indications qui sont temporaires, hein. Donc, allaitement, grossesse, enfant ou adolescent de moins de 15 ans ou 16 ans, etc. Personnes en dénutrition, maladie aiguë, infection aiguë, voilà, crise inflammatoire aiguë, etc. Donc tout ça, c'est des situations, des périodes, des situations physiologiques ou pathologiques qui sont temporaires et donc la contre-indication aux jeunes, quel qu'il soit, du ramadan ou quel qu'il soit, du point de vue santé, elle est temporaire. D'accord? Sur les contre-indications définitives, j'ai oublié de vous mentionner le diabète type 1. Donc ça, c'est par rapport aux contre-indications, comme ça on est fixé par rapport à ça. Et je m'excuse pour la slide qui a sauté. Sinon, maintenant, du point de vue adaptation hormonale, donc comme je vous disais au début de cette conférence, je vous disais que on va aborder trois, trois fonctions hormonales dans cette séance-là, et puis le reste, on l'abordera sur la deuxième séance. Donc là, pour commencer avec l'insuline. Donc l'insuline, ça concerne ici tout ce qui est paramètres en rapport avec le glucose, la glycémie. Ok. Donc quand on regarde au niveau des études, alors il y a des études aussi, il y a pas mal d'études en rapport avec le jeûne du Ramadan, mais il y a aussi beaucoup plus d'études en rapport avec le jeûne intermittent tout court, jeûne intermittent hydrique à un ou deux ou trois repas. D'accord? Mais ici, les mêmes effets obtenus par le jeûne intermittent, quelle que soit sa forme, donc hydrique, sont obtenus aussi par le jeûne du Ramadan, mais plus vite. Avec le jeûne du Ramadan, on les obtient beaucoup plus vite. Donc une amélioration, on observe une amélioration du profil glycémique et lipidique, amélioration de la sensibilité à l'insuline, je vais vous montrer quelques études juste après, amélioration de la sensibilité à l'insuline et diminution des pics d'insuline. Donc l'insulinémie à jeun et le C-peptide à jeun diminuent, ce qui est tout à fait normal puisque la sensibilité à l'insuline s'améliore. Et puisque aussi l'efficacité cellulaire et donc mitochondriale dans l'utilisation du glucose augmente, et quand l'efficacité augmente, ça veut dire qu'il y a moins de fermentation au niveau de la cellule. En gros, vous avez une cellule, il y a du glucose qui rentre dans la cellule. Si cette cellule a suffisamment de mitochondries et suffisamment de mitochondries en bonne santé, ce glucose, après dégradation dans la voie de la glycolyse, va intégrer la mitochondrie pour produire de l'ATP. Imaginons la même cellule avec moins de mitochondries,
hein, et des mitochondries de mauvaise qualité ou mauvaise santé. Donc, il y aura plus de glucose qui rentre, d'accord? Moins de glucose qui passe dans la mitochondrie, donc plus de glucose qui reste dans le cytoplasme, donc plus de glucose qui se fermente et qui donne du lactate. Ce qu'on obtient, par exemple, dans les cas de cancer. Cellules cancéreuses, ça fait exactement ce mécanisme. Et les mitochondries sont bloquées, le glucose reste à l'extérieur de la mitochondrie, donc dans le cytoplasme, et ça produit beaucoup de lactate. Beaucoup de lactate, beaucoup d'acidité dans la cellule. Beaucoup d'acidité dans la cellule, une augmentation de la signalisation générale au niveau de la cellule. Et augmentation de la signalisation veut dire augmentation du cycle cellulaire, etc. Et les divisions cellulaires qui augmentent et ça crée un cancer en réalité. Ça crée un processus de cancérogénèse. Après, le cancer, c'est un processus qui est plus global et plus complexe, mais ça crée un processus de cancérogénèse, un foyer de cancérogénèse. Donc là, d'amélioration de la sensibilité à l'insuline, donc on a différents impacts. Donc, cette amélioration de la sensibilité à l'insuline va donc améliorer le profil glycémique, va améliorer aussi l'HB glyqué, diminuer l'HB glyqué. Donc, on a notamment deux études qui montrent, je parle deux études en rapport avec le jeûne du Ramadan, qui montrent une baisse significative de l'HB glyqué comparé au début, donc HB glyqué du début du Ramadan, donc à la fin, on a une baisse significative. Diminution de l'activité des transporteurs du glucose au niveau de l'intestin, et ça, c'est un effet majeur aussi. Alors, ce qui est le plus souvent étudié par rapport à ces transporteurs du glucose, c'est un transporteur typiquement, le GLUT1. Ouais, parfois le GLUT4, mais c'est la même chose. Dans les études, il y a en fait une dizaine de transporteurs GLUT. OK? Euh, il y a une dizaine de transporteurs GLUT, mais ceux qui sont les plus étudiés, c'est le GLUT1 et GLUT4. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes mécanismes. Donc, si on a une diminution de l'activité de GLUT1, voire GLUT4, ça veut dire que tous les autres transporteurs sont diminués. C'est une, c'est une baisse, en fait, dans l'activité du gène qui code pour ces transporteurs-là, des gènes qui codent pour ces transporteurs. Donc, en gros, on a moins d'absorption du glucose. Donc, on a une absorption plus lente qui est due à une baisse de l'activité de ces transporteurs. Donc, ce qui est un effet aussi, un effet majeur. Évitez, s'il vous plaît, de gribouiller sur l'écran. C'est pénible. Je dois à chaque fois enlever le partage et le repartager. Merci. Sinon, donc, ces effets-là sur le profil glycémique, sur la sensibilité à l'insuline, comme je vous disais, tout ça, sont en rapport aussi avec la production d'hormones de croissance et donc d'IGF-1. Vous savez que le l'IGF-1 est un peu l'hormone effectrice de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance en elle-même, qui est une hormone centrale, elle-même a un effet euh, par elle-même. Donc le GH a ses propres récepteurs au niveau des cellules et induit un effet direct, hormonal direct, mais il induit aussi la production d'IGF-1 au niveau du foie. Et cet IGF-1 va compléter l'effet de l'AGH et en même temps va avoir un effet de rétrocontrôle sur l'AGH. Donc l'AGH augmente, en gros la mécanique c'est l'AGH augmente, l'IGF-1 augmente, en augmentant l'IGF-1 va diminuer l'AGH. Donc c'est une sorte de rétrocontrôle simple tel que vous connaissez avec d'autres hormones. Et donc chez les patients qui ont un IGF-1 relativement bas, bas, ça ne veut pas dire bas inférieur à la norme, hein. On n'est pas ici sur un déficit, une déficience en IGF-1. D'accord? On parle ici dans la fourchette de normalité, dans au moins quelques études qui ont étudié l'effet du jeûne sur l'insuline et tout ce qui se rapporte à l'insuline. Donc, les patients qui ont un IGF-1 qui est le plus bas bénéficient le plus
des effets d'adaptation du jeûne sur la glycémie, sur l'insuline, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après, l'effet du jeûne sur l'hormone de croissance dans l'immédiat est un effet de diminution de l'hormone de croissance. Sur des adaptations moyen et long terme, c'est des effets d'augmentation. Et donc ici, c'est ce qui explique pourquoi on a un IGF-1 bas, d'accord, lorsqu'on a des adaptations très bénéfiques sur l'insuline, sur la sensibilité à l'insuline, sur le l'HbGK, sur la glycémie. Bon, ça c'est quelques études pour celles et ceux qui voudraient se documenter à partir de ces études qui sont d'une bonne méthodologie. Euh, Puis vous avez aussi quelques études. Alors ça c'est un exemple de ces études-là, mais il y en a quelques-unes. Bon, outre le fait que ça rapporte les mêmes adaptations qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire une amélioration du profil glycémique, etc. Donc là, on a une bonne tolérance rapportée, donc une bonne tolérance du jeûne rapportée chez les diabétiques, donc sous médication, euh, donc qui est de type metformine. D'accord? Metformine, antagoniste GLP-1, etc. Bon, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est la metformine. Donc, avec la metformine, avec le glucophage, on a une bonne tolérance du jeûne chez les diabétiques, qu'on parle ici, bien sûr, diabétique type 2, hein. Donc, c'est diabétique type 2, donc c'était juste ici pour vous expliquer quelque chose d'assez pratique. C'est pour vous dire qu'un diabétique type 2 peut jeûner. Et c'est d'ailleurs très bénéfique donc pour un diabétique type 2 de jeûner. Ça améliore la sensibilité à l'insuline assez rapidement. Donc au cours du ramadan, au cours d'un mois, c'est assez suffisant d'induire une amélioration très significative de la sensibilité à l'insuline et de tout ce qui gravite autour de cette adaptation métabolique, ce qui crée, euh, ce qui crée un bon début hein, pour continuer dans ce sens. Donc, si à chaque fois on a une relance en fait du jeûne, soit donc juste après le Ramadan, donc avec un jeûne intermittent classique, un jeûne intermittent hydrique, ou même un jeûne intermittent sec tel qu'il est fait traditionnellement 2 fois par semaine. Donc, par contre, le Ramadan, sur 30 jours de jeûne sec, à un repas ou un repas et demi, ça induit une excellente adaptation au niveau de la sensibilité à l'insuline qui peut être poursuivie après. Ce qui est différent si on essaye, par exemple, de faire un jeûne intermittent, même si c'est un jeûne intermittent sec, hein, quelques fois par semaine, 1, 2, 3 fois par semaine. Là, on n'obtient pas cette adaptation-là assez rapidement. Ça se fait sur plusieurs mois. Alors qu'avec le ramadan, on obtient ça assez rapidement. Ça, c'est un des éléments importants. Et donc, ça, c'est une des études qui montre qu'on peut très bien jeûner avec prise de médicamenteuse. Euh, et par contre, il faut surveiller ce qu'on a vu tout à l'heure, les signes d'intolérance au jeûne. Ça, c'est très, très important. Si on a des signes d'intolérance au jeûne, et si ces signes sont assez importants, il va falloir faire le nécessaire pour diminuer ces signes hein, en modifiant les repas, en augmentant la quantité des aliments au niveau des 2 types de repas que j'avais cités avant. De toute façon, on va voir tout ça à un moment donné en détail. Ok, donc sinon, là, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, donc les implications pratiques sur ces adaptations, donc sur l'insuline. Donc, profiter du ramadan, comme je vous disais, pour améliorer les paramètres métaboliques et glycémiques liés à l'insuline, parce que c'est une bonne opportunité, c'est une bonne fenêtre de jeûne qui va permettre d'obtenir des effets très rapides qu'on obtient d'habitude sur plusieurs mois de jeûne intermittent euh, qui est utilisé
ou appliqué ou pratiqué plusieurs fois par semaine. Donc, on obtient ça sur plusieurs mois. Veiller à une bonne tolérance au jeûne, comme je vous disais, il faut bien surveiller les signes d'intolérance au jeûne. Donc, jeûne du Ramadan à 2 repas. Donc ici, pour, euh, pour un diabétique ou pour quelqu'un qui a des problèmes avec la résistance à l'insuline, ça peut être un prédiabétique, ça peut être un diabétique, ou ça peut être un pré-prédiabétique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de prédiabète, qui n'a pas de diabète, hein, mais qui a, par exemple, un excès de poids, qui a d'autres composantes du syndrome métabolique, et qui a aussi une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline s'évaluant en mesurant soit le C-peptide à jeun, soit l'insulinémie à jeun. Si un de ces deux-là est élevé, le C-peptide est plus pertinent que l'insulinémie à jeun, puisque le C-peptide a une demi-vie plus importante. À ce moment-là, on dit que la personne a une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est pas le diabète ou le prédiabète, c'est le trouble métabolique qui conduit au prédiabète et ensuite au diabète. Donc, on peut très bien être résistant à l'insuline sans être diabétique ni prédiabétique. D'accord? Donc, dans ce sens-là, donc pour toutes les personnes qui ont des problématiques avec leur insuline, leur marqueur de la glycémie, etc., donc jeûne du Ramadan à 2 repas, un à la rupture du jeûne et l'autre 2 heures avant le coucher. Pas au petit matin, parce que le petit matin, ça sert strictement à rien de prendre un repas. Ça peut être quelque chose de très léger, voire le mieux, c'est que ça soit des liquides. Point, c'est tout. Donc, 2 heures avant le coucher, plus ou moins, ça peut être un deuxième repas qui soit complet aussi, qui soit plus ou moins équivalent au repas de la rupture du jeûne. Et ça fait 2 repas. Et pour celui qui ne tolère pas le jeûne à un repas, à 2 repas, ça va être mieux toléré. Celui qui n'arrive même pas à tolérer un jeûne à 2 repas voilà, tel qu'on le propose ici, ça ne sert strictement à rien qu'il jeûne. Il est suffisamment malade pour justifier le fait qu'il ne peut pas jeûner, s'il n'a pas une bonne tolérance du jeûne à 2 repas. Puisque là, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de manger entre ces 2 repas et de manger au petit matin. Et donc, quand il finit son jeûne du Ramadan, il aura pris une dizaine de kilos. Ok, donc il y a une limite, il y a un équilibre au niveau de la configuration des repas au cours du Ramadan. Comme je vous disais, il ne faut pas trop perturber les rythmes circadiens, le sommeil, etc. Mais en même temps, il y a une limite au niveau de l'adaptation des repas. On ne peut pas, en disant, OK, il ne tolère pas encore le jeûne, même avec 2 repas, allez, on rajoute un troisième, voire un quatrième repas. On a des limites, on ne peut pas aller plus loin. Pas de repas au petit matin. Donc ça, comme je vous disais, évitez les repas au petit matin, surtout les repas qui sont bien fournis. Respectez les recommandations diététiques classiques pour un diabétique classique ou même pour tout le monde. C'est des recommandations qui s'appliquent à tout le monde, donc index glycémique bas, etc. Alimentation de bonne qualité. OK. Alors maintenant, par rapport aux effets sur l'AGH et l'IGF-1, on a une adaptation sur l'AGH qui va diminuer sur le court terme, c'est-à-dire sur les quelques semaines, voire les quelques mois qui vont suivre. D'accord? Donc sur le court et le moyen terme. Donc diminue l'AGH sur le court et le moyen terme veut dire que le court terme, c'est les adaptations sur les quelques semaines qui suivent. Donc c'est on va dire le mois du Ramadan. Et puis, le moyen terme, c'est les quelques semaines, voire les quelques mois qui suivent. Tout dépend de la tolérance au jeûne et de l'apport en protéines pris au cours du mois de Ramadan, donc au cours du repas. C'est pour ça que le repas doit être bien configuré et il doit contenir suffisamment de protéines. Alors, quand on dit suffisamment de protéines, il y a forcément un déficit en protéines, puisque si c'est un repas, ben, on va mettre 70 grammes de protéines sur un repas. Si c'est 2 repas, c'est tout à fait suffisant pour mettre la quantité de protéines qu'il faut. Je vais vous parler de la quantité de protéines juste après.
OK? Donc, ça dépend de si la personne prend suffisamment de protéines ou pas, suffisamment de zinc, suffisamment de magnésium, suffisamment de potassium dans son alimentation. Si au cours du mois de Ramadan, au niveau des repas consommés en fonction de leur configuration, la quantité de ces nutriments est diminuée, la baisse de l'AGH va continuer jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois après le mois de Ramadan. Par contre, on a une augmentation de la production de l'AGH sur le long terme. Sur le long terme veut dire, une adaptation sur le long terme veut dire progressivement, d'accord, de jeune en jeune, progressivement, on va avoir une adaptation qui va augmenter l'hormone de croissance. Donc, c'est une adaptation un peu comme quand on s'entraîne, par exemple, entre guillemets, en musculation, on s'entraîne. Au cours de la séance, on dégrade des fibres musculaires et ensuite, au cours de la période de récupération, le muscle se anabolise plus, voilà, il se reconstitue encore plus. Les effets donc sur l'IGF-1 sont mitigés, ce qui est tout à fait normal puisque, comme je vous disais, l'IGF-1, quand ça augmente, bah, ça augmente l'effet de la GH, mais en même temps, ça diminue la quantité de GH. Donc, c'est des effets qui sont relativement mitigés et difficiles à interpréter. Mais en tout cas, quand on regarde bien sur la GH, on a déjà la tendance. Donc, court, moyen terme, diminution et augmentation sur le long terme de la GH. Donc, adaptation par rapport à la GH implique un effet anti-âge majeur du jeune, ok, quel que soit son type. Donc, les implications pratiques de cela, donc, afin d'obtenir l'effet anti-âge du jeune, il est nécessaire de pratiquer le jeûne régulièrement. Ok. Ce que je disais au début, là, dans le tableau comparatif entre le jeûne du Ramadan et le jeûne intermittent hydrique, c'est que tout simplement, vous avez le jeûne du Ramadan qui se fait sur un mois uniquement, et le jeûne plutôt intermittent classique se fait sur du long terme régulièrement, plusieurs fois par semaine, etc. Et donc l'effet qui va avoir donc ici le type de jeûne qui va avoir l'effet la longévité, c'est plutôt le jeûne intermittent pratiqué sur le long cours et non pas un jeûne intermittent pratiqué sur une courte période et ensuite avec un arrêt de plusieurs mois après, tel qu'on a sur le jeûne du Ramadan. Donc le jeûne du Ramadan, si on voudrait prolonger son effet et créer cet effet anti-âge, eh bien, il faudrait continuer à jeûner, pas forcément sec et pas forcément tous les jours, mais continuer avec un jeûne intermittent après le Ramadan. Un jeûne intermittent qui peut être une, deux, trois fois par semaine, régulièrement. Donc, veillez à un bon apport protéique, 1 gramme par kilogramme de poids par jour. Ça, c'est l'apport standard classique dont tout le monde a besoin. Classiquement, si on fait un jeûne intermittent à un repas, en général, on a on a moins de protéines. On a 0,8, 0,7 grammes par kilogramme de poids par jour. Donc, ça, on peut avoir assez facilement sur un repas. Par contre, c'est-à-dire l'effet qui va se produire sur le long terme, c'est plutôt un effet d'économie d'échelle. C'est-à-dire le métabolisme va apprendre à utiliser avec économie, avec parcimonie, les acides aminés et les protéines. Euh, le, ce qui fait que la diminution de l'apport en protéines au cours de la période de jeûne est largement compensée. Par contre, cet effet-là, on l'obtient aussi sur le long terme. C'est pas juste en quelques semaines de jeûne qu'on va avoir un effet d'adaptation qui va induire une économie dans l'utilisation des protéines. OK? Donc, veillez à un bon apport protéique, 1 gramme par kilogramme de poids par jour. Donc, si on veut
obligatoirement avoir cet apport-là, il faut obligatoirement 2 repas, tel que je viens de l'expliquer là tout à l'heure pour l'insuline, là, pour le diabétique entre autres. Donc il faut obligatoirement avoir 2 repas et inclure la quantité de protéines suffisante. Si on veut obtenir plutôt l'effet sur le long terme des protéines, d'économie des protéines, à ce moment-là, on peut rester sur 1 repas ou 1 repas et demi. Donc, surveiller les niveaux de zinc, de potassium, de magnésium, de vitamine D. Alors, pourquoi l'apport en protéines est important ici? Parce que vous avez 11 acides aminés sur 20, 11 acides aminés sur 20 qui induisent la production d'hormones de croissance. D'accord? Vous avez tous les acides aminés du cycle de l'urée. Vous avez les acides aminés branchés. Vous avez des acides aminés anabolisants type glutamine, type créatine. Vous avez aussi le tryptophane, etc. Donc, tous ces acides aminés, il y en a 11 qui induisent la production de GH. Et en plus de ça, ce qui induit la production de GH, ben, vous avez le zinc, le potassium, la vitamine D et le magnésium améliorent la sensibilité du récepteur à la GH et à l'IGF-1 aussi. Donc, des niveaux bas sur ces micronutriments vont faire que la GH fonctionne moins et va encore diminuer. Donc, quelqu'un qui est déficitaire en vitamine D, en magnésium, en potassium, en zinc, un de ces micronutriments ou plusieurs, ou tous ces micronutriments, lorsqu'il va entamer un jeûne, type jeûne du Ramadan, qui est assez, on va dire, un jeûne assez contraignant comparé aux autres types de jeûnes intermittents, eh bien, il va diminuer encore plus sa GH sur le court, voire sur le moyen terme. D'accord? Et si en plus de ça, il a une alimentation qui n'est pas très protéinée, il va encore diminuer sa GH. Et donc, il va avoir tout simplement juste l'inverse d'un effet anti-âge. D'accord? Puisque le jeûne du Ramadan n'étant pas prolongé, mais plutôt un jeûne sur 5 semaines uniquement, ça ne va pas donner un effet donc d'augmentation de la production de GH sur le long terme. Donc si en plus de ça, on a ces carences-là, ça crée des perturbations aussi au niveau de la GH. Donc, mis à part ça, vous avez alors un effet aussi d'adaptation sur les hormones sexuelles. Alors, ici, c'est parmi les effets les moins étudiés. Donc, l'effet du jeûne sur les hormones sexuelles, c'est ce qu'il y a de moins étudié. Alors, il y a les effets du jeûne sur des fonctions métaboliques qui sont en rapport avec les hormones sexuelles, type fertilité, libido et autres. Ça, on a des effets qui sont décrits dans la littérature là-dessus. On a pas mal d'effets, mais ces effets, alors, ils passent en partie par les hormones sexuelles, mais ils passent aussi par pas mal d'autres adaptations, hein. La libido, par exemple, c'est surtout une adaptation au niveau des neurotransmetteurs. La fertilité, c'est surtout une adaptation au niveau métabolique, au niveau de production d'énergie, au niveau de la régénération, au niveau des gonades, etc. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui sont pas directement dépendants des hormones sexuelles. Quand on dit hormones sexuelles ici, on parle bien entendu de l'oestrogène, de la progestérone, donc, et de la testostérone, hein, homme-femme. Donc, au niveau des oestrogènes et de la progestérone, on a une diminution des niveaux de cela, œstrogène, progestérone, mais par contre, on a une augmentation de la sensibilité des récepteurs de la progestérone et des oestrogènes, et on a aussi une augmentation de la quantité des protéines de liaison, des transporteurs. La SHBG, par exemple, augmente quand l'œstrogène et la progestérone ont tendance à diminuer. Ce qui est tout à fait logique puisque ces, euh, ces œstrogènes et progestérone viennent d'un apport en cholestérol. Alors, c'est pas juste le cholestérol qu'on va prendre, qu'on va manger, qui va induire leur production, puisque le cholestérol, on le synthétise nous-mêmes. Il est synthétisé à partir de l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A qu'on obtient à partir de
du glucose. Le glucose est dégradé par la glycolyse, pyruvate, ensuite acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A qui est censé rentrer dans les mitochondries en partie pour produire de l'ATP, ce même acétylcoenzyme A va être utilisé pour produire du cholestérol. Donc, la voie de production de cholestérol commence au niveau de l'acétylcoenzyme A. Je vous explique ça pour que vous compreniez que quand on est en restriction calorique, donc on mange moins, on a moins de glucides, moins de sources de glucose, donc on a moins d'acétylcoenzyme A, donc on a moins de cholestérol synthétisé au niveau endogène. Donc c'est au niveau endogène, synthèse de cholestérol, que ça va diminuer, et c'est aussi au niveau exogène que ça va diminuer aussi. Ce qui fait qu'on a moins d'hormones sexuelles en général, on a moins d'hormones stéroïdiennes en général. Par contre, on a une meilleure sensibilité. Cette meilleure sensibilité a été bien explorée pour l'œstrogène et la progestérone. Une augmentation de la sensibilité des récepteurs et bien entendu, comme on en a moins dans le sang, œstrogène et progestérone, on va avoir plus de protéines de liaison voilà, pour transporter un maximum de ces hormones. Donc, testostérone, baisse des niveaux de la testostérone chez l'homme et chez la femme. Merci de ne pas gribouiller sur l'écran, s'il vous plaît. D'accord? Donc, baisse ou diminution des niveaux de testostérone chez l'homme comme chez la femme. Chez la femme, c'est relativement bénéfique. Ça diminue le risque de syndrome des ovaires polykystiques. Et chez l'homme, ben, c'est moins bénéfique. C'est moins bénéfique, du moins sur le court terme. Parce qu'ici, on est en train de parler de l'effet du jeûne en général. C'est pour ça que le jeûne intermittent alterné est ce qu'il y a de mieux. Du point de vue pratique, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire le fait, mis à part quelqu'un qui est en très bonne santé, qui a une excellente flexibilité métabolique, où lui, il peut jeûner même tous les jours à un repas sans aucun problème. Mis à part ça, mis à part cette situation, ce qui serait le plus adapté, c'est le jeûne intermittent alterné. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours des périodes de récupération. Parce que sur ces périodes-là, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, il y a une diminution de la production de l'hormone de croissance. Ici, il y a une diminution de la production de la testostérone, alors qui n'est pas suivie dans les quelques petites études qui existent sur le sujet, elle n'est pas suivie d'une amélioration de la sensibilité du récepteur à la testostérone, le récepteur aux androgènes. Ce n'est pas le cas ici avec l'œstrogène et la progestérone. Il y a une baisse, certes, mais il y a une compensation par l'augmentation du récepteur et la quantité des protéines de liaison. Pour la testostérone, ça n'est pas le cas pour les récepteurs. Les récepteurs aux androgènes, du moins pour ce qui est montré maintenant dans les études, la sensibilité des récepteurs aux androgènes ne suit pas la baisse des niveaux de testostérone. Donc, c'est pour ça que chez l'homme, ça pourrait être intéressant de faire des breaks, d'accord, de faire par exemple quelques semaines où on a 2, 3 jours de jeûne intermittent, et puis 1, 2, 3 semaines après, ben, il n'y a pas de jeûne du tout, et puis ensuite on revient avec un autre rythme et ainsi de suite. Donc le rythme alterné est beaucoup mieux, ce qui va permettre une compensation, parce que là, sur les cycles de surcompensation de la testostérone, on va avoir une baisse de la testostérone au moment des périodes du jeûne, sur un jour ou quelques jours qui vont suivre voilà, le ou les jours du jeûne. Et puis ensuite, on va avoir une augmentation de la testostérone. Et comme on va avoir une augmentation de la testostérone suite à une baisse, on va avoir une surcompensation. Et cette surcompensation, eh bien, elle est bénéfique pour l'homme. OK? Donc, sur le court terme, on a une adaptation de diminution de la testostérone. OK, maintenant, on a un rebond après qui se fait avec une surcompensation, et cette surcompensation peut être maintenue si on fait toujours des rebonds avec du jeûne intermittent régulièrement. D'accord? Donc, amélioration de la fertilité sur le moyen terme. Donc là, on est sur une période de quelques mois, plusieurs mois,
de jeûne. Donc, si bonne tolérance au jeûne, si pas bonne tolérance au jeûne, il y a une détérioration au niveau de la fertilité. D'accord? Donc, si la personne tolère bien le jeûne et si le jeûne est adapté à la capacité de tolérance de cette personne, à sa flexibilité métabolique, là, ça produit des effets intéressants sur la fertilité. Diminution de la libido lors de la période de jeûne. La période de jeûne, pas en intrajournalier, hein, la période de jeûne, c'est-à-dire euh, la période où on jeûne, si on prend du point de vue de la semaine hebdomadaire, si la personne va jeûner, admettons, 2, 3, 4 fois par semaine, sur cette semaine-là, il va y avoir une diminution de la libido. Sur les semaines qui vont suivre, il va y avoir une amélioration. D'accord? Réponse à court terme ici, d'accord? Amélioration de la libido sur le moyen terme, si bonne tolérance au jeûne. OK? Bon, ça, c'est une des études qui montre une baisse de la testo chez l'homme et comme chez la femme. Et donc, au niveau des implications pratiques de cela, donc on a quelques implications pratiques, notamment par rapport à la performance sportive. Parce que la performance sportive est très déterminée, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, elle est très déterminée par le niveau de testostérone. OK? Donc, diminution de la performance sportive. Les entraînements sportifs au cours des périodes de jeûne, telles que par exemple le ramadan, ou des périodes de jeûne qui sont assez contraignantes ou qui présentent des contraintes équivalentes à ce qu'on a dans le cas du jeûne du ramadan, devraient être réaménagés en termes de charge d'entraînement. Donc, on doit avoir plutôt une charge d'entraînement faible, ce qu'on appelle des blocs d'entraînement de récupération, en attendant que cette période-là passe. Et à ce moment-là, on peut reprendre les entraînements sur des charges plus importantes. Donc ça, c'est une application pratique majeure. C'est pas du tout une bonne idée de s'entraîner avec une charge d'entraînement élevée ou même habituelle au cours du mois de Ramadan. Il faut en faire en fait un bloc d'entraînement de récupération. Pas dire qu'il faut jamais s'entraîner, on peut s'entraîner, mais il faut tout simplement moduler, moduler la charge d'entraînement. Éviter le jeûne chez les personnes avec une testostérone faible, parce que ça va encore diminuer euh, l'effet. Donc en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux chez quelqu'un qui a une testostérone faible. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire que de recommander à la personne de jeûner. Bénéfique pour les femmes souffrant de SOPK. Donc les femmes souffrant de SOPK ont l'absence de contre-indication, elles devraient jeûner. D'accord? Et d'ailleurs, SOPK, c'est pas juste une hyperandrogénie, c'est aussi une augmentation de la résistance à l'insuline. Euh, et dans ce sens-là, le jeûne va améliorer à la fois la sensibilité à l'insuline et diminuer aussi les androgènes. Amélioration de la fertilité surtout chez les hommes. Donc, une amélioration de la fertilité qui est documentée surtout chez les hommes au niveau de la spermatogénèse, donc par rapport au jeûne. Voilà un petit peu pour ce qui était de cette séance. Donc, je vais prendre les questions, mais avant cela, comme je vous avais promis au début, je vais demander à Petit Sem de nous rejoindre afin de vous présenter un petit peu rapidement, hein, on va pas faire en 2 minutes, un peu les différentes informations qu'on a par rapport au congrès prochain. Donc, on a cette deuxième édition du congrès international des sciences de la nutrition qui se déroulera, comme docteur Rebej l'a mentionné auparavant, le 27 et 28 avril prochain sur Casablanca. C'est un congrès formation, donc vous avez un certificat de formation à l'issue de ce congrès. Euh, donc c'est une approche intégrative micronutritionnelle de la diabésité, du syndrome métabolique. Obésité, diabète, avec les autres composantes du syndrome métabolique, mais c'est vraiment centré obésité
obésité et diabète. On a plusieurs, là, ce sont les organisateurs du congrès. Vous avez docteur Abtissem Tajmouati, docteur Fatihat Khair Safrioui et ce gars-là que je connais pas du tout. Et puis, vous avez également un panel d'intervenants assez riche. Là, ce sont voilà, une partie des intervenants qui vont intervenir, notamment le professeur Vincent Castronovo qu'on a eu au cours du précédent congrès. Vous avez aussi le docteur Thierry Hertog, qui est une sommité de l'hormonologie dans le monde. Euh, donc, docteur Stéphane Rézimant, très connu, docteur Lucie Wetchoko, professeur Al-Ansari aussi, endocrinologue, etc. Donc, docteur Ballon-Perrin, aussi un expert des analyses biologiques, des analyses fonctionnelles, et ainsi de suite. Donc, vous avez quand même un panel qui est très, très, très large et très varié, avec des expertises très, très différentes et complémentaires. Euh, voilà, donc vous avez ici un aperçu du programme. Alors, c'est un pré-programme. Si vous voulez le programme définitif, vous pouvez contacter Dr Tissem Tejmouati qui va vous le fournir avec grand plaisir. Vous pouvez aussi consulter le site icns.ma. icns.ma. Je vous mets ça dans la barre de discussion. icns.ma. Vous avez toutes les informations, vous pouvez vous inscrire aussi. Donc, il faut bien préciser que c'est un événement qui est en hybride, c'est-à-dire pour vous, en tant que participant, vous pouvez y assister en présentiel, comme vous pouvez y assister en ligne. Vous pouvez assister à la totalité de l'événement de la formation en ligne. Vous pouvez poser vos questions seront répondues. Vous pouvez assister à toutes les conférences, au débat aussi, parce qu'on a deux grands débats en fin de chaque journée, et ce sont des débats, en fait, des tables rondes entre les différents intervenants pour chaque journée. Et puis, à la fin de ces débats, on a aussi toujours un échange avec les participants. Euh, je pense que Petit Sam est là, non? Oui, je suis Oui. là. Oui, bonjour à toutes. Merci Amine encore pour ce magnifique éclairage. Tu nous gâtes avec énormément d'informations. Merci à tous les présents qui sont très nombreux. Et je voudrais remercier donc Dr Kbej, la présidente de l'Association marocaine de la médecine de famille, donc organisatrice de cette conférence, de pouvoir nous encourager dans cette approche de micronutrition intégrative qui, on le sait aujourd'hui, est un élément important un pilier important de toute l'approche de santé. Alors, par rapport au congrès, donc moi je vous dis que j'ai hâte de vous rencontrer, donc en présentiel. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas, ça sera en distanciel, donc ça sera au Garden Event comme l'an dernier. Donc on a proposé on vous propose une inscription à deux avec un tarif préférentiel. Donc, tout ça, vous l'avez sur le site. Donc, vous avez tous les liens. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions et à prendre contact avec moi pour avoir plus d'informations. Et comme tu as dit, Amine, donc, c'est un moment aussi où il y aura des débats, des questions. Donc, par rapport aux rencontres et échanges, bien sûr, ça sera les personnes donc, qui seront amenées à discuter et à être présents. Donc, ils auront des questions, ils pourront poser des questions-réponses, que ce soit pour les présentiels ou distanciels. Si tu peux nous en dire plus un peu par rapport à tout ça. Oui, et bien sûr, c'est une plateforme d'échange. C'est un peu une des missions du congrès. C'est une vraie plateforme d'échange où on va avoir des spécialistes, d'experts aussi, mais on va avoir aussi parmi les participants voilà, des participants qui viennent de différentes spécialités. Et c'est un bon moment d'échange et de discussion, soit avec les intervenants ou entre Mhm. les différents participants. C'est un vrai moment de partage. Euh, en termes en termes d'organisation, vous pouvez donc si vous êtes sur place ou pas très loin, vous pouvez venir sur place en présentiel, ce qui est le mieux pour rencontrer. Mhm. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer les participants en vrai, en Oui, présentiel et de discuter avec eux.
n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, ben, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre en ligne aussi, et c'est très bien aussi, et c'est comme on l'a fait la dernière fois, ça s'est très très bien déroulé. Voilà, on aura aussi, donc par rapport à la première édition, donc on aura un replay, c'est ça? Donc un replay est offert à tous les participants de l'ancienne édition. Donc la première édition, c'était micronutrition et cancer. Donc pour toute personne qui s'inscrit à cette deuxième édition, vous aurez un replay de la première édition en enregistrement. Et puis aussi le colloque qui a lieu au mois de novembre. C'était des présentations pratiques, c'est ça, Amine? Oui, Pour le alors colloque? exactement. Donc, ce que vous obtenez en fait de ce congrès, vous avez, mis à part le certificat de formation, vous avez aussi le replay et les supports de cours donc, du congrès du 27-28, plus le replay et les supports de cours de l'ancienne édition, l'ancienne formation en fait sur l'approche intégrative de prise en charge du cancer, plus le replay aussi et les supports du colloque qui a suivi en fait, où là, le colloque, c'était surtout des cas pratiques, des cas cliniques sur toujours la thématique du cancer. Donc, pour toute inscription au congrès du 27-28 avril, vous aurez tout ça. Donc, les replays des anciennes éditions, de l'édition du 27-28 avril, plus le certificat de formation. Ben, je crois que, en tout cas, je te remercie, Amine, pour ces précisions. Euh, je crois qu'on va passer aux questions. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On va en prendre quelques-unes. Oui. De toute façon, il y en a qui se répètent. Je regarde un peu ce. Alors, voilà. Oui, tout ça, c'était départ. OK. Alors, concernant les choses en très faible apport calorique et l'influence sur le jeûne. J'ai pas compris, Kamel Mansour. J'ai pas compris concernant les choses en très faible apport calorique. Si tu veux, tu peux poser ta question plus tard. Jeûne et croissance chez les enfants, c'est ce que j'ai expliqué. Moins de 16 ans, ils jeûnent pas. Il ou elle jeûne pas. 16, 15 ans après, parce que la maturation est un peu différente, mais vous avez compris. Bonjour, l'activité sportive, marche ou natation peut faire matin avec le jeûne. Ça dépend de comment que la personne tolère le jeûne. Ça peut être le matin au réveil ou ça peut être juste avant la rupture du jeûne. C'est-à-dire de finir l'activité une demi-heure, maximum 1 heure avant la rupture du jeûne. Apport en protéines 1 gramme par kilo ou bien 1 gramme par kilogramme de poids du corps. 1 gramme par kilogramme de poids du corps. Juste après la rupture du jeûne, 10 minutes après pour profiter de la salle désert. Si on veut faire du sport juste après la rupture du jeûne. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il y aura déjà que on a un repas sur lequel on doit avoir un maximum de nutriments, de micronutriments, de calories. Si on pratique une activité juste après le jeûne, juste après la rupture du jeûne, ça fait moins d'absorption, moins de digestion. C'est pas une bonne idée. Alors, ok. Personne sportive, apport calorique nécessaire au maintien de la masse musculaire. Faut pas réfléchir en termes d'apport calorique. Il faut juste réfléchir en termes d'apport protéique, ce que je disais tout à l'heure, 1 gramme par kilogramme de poids par jour, plus ou moins, et aussi en termes de signes de tolérance, parce qu'après, le métabolisme va s'adapter. C'est pas l'apport calorique qui est important. Il y a des personnes qui fonctionnent avec la même composition corporelle, qui fonctionnent avec moins d'apport calorique. Il y a des mécanismes d'économie d'énergie qui se mettent en place. Et les personnes qui ont le plus de flexibilité métabolique, ceux-là peuvent fonctionner avec un repas par jour, tout le temps, sans aucun problème. Et ça devrait être la norme. Influence du jeûne sur la détoxification. Oui, on détoxifie plus
lorsqu'on est en fonctionnement nocturne des organes comme le foie ou les surrénales ou autres, et surtout le foie. Et comme le jeûne est une des caractéristiques du fonctionnement nocturne du foie, donc c'est parce que c'est le soir où on détoxifie le plus en général, hors jeûne, hors période de Ramadan, c'est le soir, le soir et la nuit. Donc le fait de jeûner toute la journée, ça mime un peu en partie le fonctionnement nocturne du foie et donc ça prolonge la détoxification, effectivement. Avoir plus d'informations sur les diabétiques et le Ramadan. J'ai déjà expliqué ça, je pense que vous avez posé la question avant que je n'entame la partie sur l'insuline. Euh, Détox pendant Ramadan. Le Ramadan lui-même, le jeûne lui-même est une période de détoxification. Qu'est-ce que vous voulez détoxifier de plus? Quelles sont les considérations à prendre en compte pour bénéficier au maximum des adaptations hormonales? Donc, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Est-ce... Voilà, ok. Je pense qu'on a... J'ai une Oui, question là. oui. Comment éviter en fait les effets, tu vois, d'adaptation métabolique pour une personne qui a des problèmes d'adaptation métabolique. Donc, est-ce qu'une personne peut avoir une pré-résistance à l'insuline, même si elle est mince, et faire attention à son alimentation? Et là, je crois que c'est vraiment en lien avec notre congrès, parce Hmm. qu'on va parler de diabésité. Et donc, justement, que ben, la personne peut avoir une résistance à l'insuline, même s'il n'y a pas d'excès de poids. Exactement, même s'il n'y a pas d'excès de poids et même si au niveau de la glycémie, de l'HB glycé, tout va bien. C'est-à-dire le premier mécanisme d'adaptation euh, par le pancréas lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, c'est que le pancréas va commencer à produire plus d'insuline. Et donc là, on le voit du taux d'insulinémie à jeun, du taux de ces peptides. Il y a d'autres marqueurs aussi sur lesquels on peut voir là-dessus. Et comme tu dis, c'est tout l'objet donc de la formation là, du 27-28 avril. Donc oui, on peut avoir une résistance à l'insuline sans être prédiabétique, sans être diabétique, sans avoir de signes cliniques, en ayant une biologie qui est parfaite. Souffrant d'insuffisance surrénalienne ne peuvent pas ou du mal à tolérer le jeûne. Oui, parce que le cortisol est un élément majeur de la tolérance au jeûne. Ce sera l'objet de la séance, la deuxième séance le 6 avril, la suite de la conférence là. Alors, donc sinon, le jeûne du Ramadan est limité à un seul repas, alors que pour un sportif, on a besoin. Oui, ce que j'ai expliqué, c'est que dans l'ensemble, puisque là, je suis en train de parler en général, donc je ne peux pas vous citer toutes les exceptions de la règle, mais la règle, euh, par principe, c'est que le jeûne du Ramadan devrait être un jeûne à un repas, puisque si l'on considère les différentes adaptations métaboliques que je viens d'expliquer, les adaptations hormonales, si l'on considère le fait qu'il ne faut pas trop perturber les rythmes circadiens, si l'on considère que c'est un jeûne intermittent sec à un repas et donc un jeûne qui est assez contraignant, mais dont les effets métaboliques apparaissent assez rapidement, les effets bénéfiques apparaissent assez rapidement, on est obligé de partir dans ce sens, c'est-à-dire un jeûne à un repas. Maintenant, il y a des exceptions. Ce que j'ai cité tout à l'heure, j'ai cité une des exceptions parce que c'était en rapport avec ce qu'on a vu l'insuline. Donc, chez le diabétique, qui ne tolère pas, diabétique type 2, qui ne tolère pas bien le jeûne, il sera obligé de faire deux repas. Et encore une fois, oublier ces histoires de calories et tous ces trucs-là. Ça n'a aucun intérêt. Relation jeûne, désintoxication, métaux lourds. Oui, il y a plus de chélation. C'est vrai qu'au cours du jeûne, il y a plus de chélation de métaux lourds, mais c'est pas, il y a des protocoles pour ça. Chocolat noir, infusion, influence sur le jeûne. Vous parlez pas du jeûne du Ramadan ici, mais du jeûne intermittent tout court, c'est
à l'eau uniquement, exclusivement. Chocolat noir, café, tout ça, il faut éviter. Hein. Tisane, ce que vous voulez, thé. Carence, micronutriments, faire supplémenter par des compléments. Ouais, oui, enfin, oui, quand il y a une carence, il faut supplémenter. Intestin irritable, endométriose. Des- dans ce cas, quoi faire? Bon, ça, c'est une question trop générale. Euh, ayant Hashimoto, kyste ovaire, oui, jeûne bénéfique sur la thyroïde, premier. Oui, oui, les hypothyroïdies aussi. Par contre, il y a un problème avec l'hypothyroïdie, c'est qu'il faut avoir un apport protéique suffisant aussi. Mais comme ici, on ne parle pas d'hypothyroïdie simple, mais de Hashimoto, donc une composante auto-immune, oui, là, ça a un intérêt, le jeûne, oui. Jeûne peut avoir une influence positive sur la fatigue surrénalienne. Sur le long terme, il faut bien distinguer. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous explique les adaptations hormonales un peu de manière un peu complexe. Je vous disais adaptation court terme, moyen terme, long terme. C'est pas du tout la même chose. Donc sur le long terme, ça peut améliorer une fatigue surrénalienne, oui. Ok, bah écoutez, je pense on va s'arrêter là parce je vois qu'il y a pas mal de questions qui se répètent. De toutes les façons, alors vous aurez la deuxième séance le 6 avril. Pour celles et ceux qui ont encore des questions, vous pouvez les poser sur la prochaine séance. Et donc oui, bien sûr, vous recevrez le replay de la conférence à partir de demain, oui. Voilà, donc petit Sam, je ne sais pas si tu veux dire Oui, quelque ben chose pour écoutez, clôturer. je crois qu'on peut clôturer. Ben Et, merci, merci. Merci, docteur et Page de nous rejoint qui est là. Voilà, donc merci alors, pour tout ce qu'elle a pu l'organisation de cette conférence. Merci Amine, merci à tous les présents. Donc, on se retrouve effectivement le 4 avril, mais par contre, on aura peut-être d'autres lives pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, la Somna, où effectivement, on va choisir d'autres thématiques, toujours autour du jeûne. De toute manière, vous serez informés, comme d'habitude, par des mails, par des mailings. Voilà. merci. Alors, merci beaucoup, petit Sam. Merci beaucoup, docteur Amin Desmi, c'était très, très, très intéressant. Merci à Merci. vous aussi. Merci d'avoir organisé cette conférence. Je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à la prochaine. Oui, voilà. Merci, docteur. Merci, Amine. Merci, Merci. docteur Merci Kodaj. à Merci. tous et on se dit à bientôt. Merci.